avant de dire pourquoi. Le miel. C'est quoi le miel? Le miel, c'est fait de nectar. Donc vous avez vu, ils ont sur leur pattes du pollen, mais le pollen, ça ne se transforme pas en miel. Le miel, c'est fait de nectar. Le nectar, c'est un liquide sucré que secrètent certaines fleurs, et à certains moments de la journée. Donc les petites abeilles, elles vont d'une part chercher le pollen, ça c'est relativement facile à voir parce que ça se voit sur la fleur, et puis elles vont chercher le nectar. Elles ont une espèce de bouche, enfin c'est comme une petite trompe, où elles vont aller, quand elles butinent, d'une part avec leurs petites pattes, elles prennent le pollen qu'elles mettent dans leur sac, et puis s'il y a du nectar, elles vont sucer, elles vont aspirer ce nectar, et avant leur intestin, elles ont une poche qui s'appelle le jabot, un réservoir. Elles vont remplir le jabot de nectar, et elles vont revenir à la ruche. Bien. Ce nectar, il a une concentration de sucre d'à peu près 20%. 20% de sucre, 80% d'eau. Le miel, c'est exactement l'inverse. Pour que ça soit du miel, il faut au moins 80% de sucre et 20% d'eau. Comment on arrive à faire ce changement? Elles vont faire du bouche à bouche, elles vont ressortir ce nectar du jabot, le transmettre à une autre abeille, et d'abeille en abeille, elles se le passent. Et ce phénomène-là va en fait petit à petit, l'eau s'évapore et la concentration de sucre monte jusqu'à ce qu'il obtienne à peu près 70-75%. Okay. À ce moment-là, elles vont le déposer dans une cellule. Et il y a juste une abeille qui m'ennuie là. Je vais continuer un peu plus loin. Okay. Je vais enlever ma protection, voilà. Et donc, elles vont déposer dans les cellules que vous avez vues, et donc, avec leurs petites ailes, elles vont encore faire évaporer l'eau jusqu'à ce que ça monte à plus de 80%. Et là, quand quand elles font du bouche à bouche, quand c'est 70-75, elles le déposent dans une cellule, et après, elles vont avec leurs petites ailes faire évaporer pour que ça monte encore jusqu'à 80, 82, 83%. Et là, le miel est prêt. Quand il est prêt, comme vous avez vu, la même manière dont elles recouvrent la cellule avec une petite fine couche de cire, elles vont faire pareil avec le miel. Là, malheureusement, j'aurais pu, peut-être demain je le ferai, je vous montrerai, il y a des cadres qui sont pleins de miel. Je pourrais même vous faire goûter du miel. D'une ruche plus mûre. Là, il n'y a pas encore de miel dans cette ruche. Et donc ça, c'est comme ça qu'ils font le miel. Le miel, c'est leur nourriture. C'est ça qu'elles mangent. Donc nous, les hommes qui voulons récolter le miel, comment on fait? Comment on s'y prend? Vous avez vu dans cette ruche, sur les cadres, on a vu des œufs, on a vu des larves, on a vu du pollen, et plus tard, j'aurais pu vous montrer du miel aussi. Donc sur un cadre, il peut y avoir de tout. Maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est que du miel. Alors, comment on fait? L'idéal, ce serait de pouvoir mettre un panneau au milieu de la ruche, le miel par là, les œufs par là, ou qu'elle fasse le tri. Alors, je vais vous montrer ce qu'on fait pour faire le tri. Vous avez vu que pour rentrer dans la ruche, elle peut rentrer que par en bas. Ok? Je vous ai montré que la reine était très grosse. Bien. Donc pour monter... Ah, bon, on va aller par là. Ça y est, elle a abandonné, là, elle est repartie. Elle a suivi longtemps. Hein. Peut-être parce que mon costume, il a des odeurs fortes, alors Ah ouais. je vais l'enlever. Et donc, vous avez vu qu'il y avait donc plusieurs boîtes. Maintenant, pour monter dans la boîte du dessus, on est d'accord qu'elles doivent rentrer par en bas et passer de l'intérieur pour monter. On ne peut pas y atteindre par en haut. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre entre les deux boîtes cette grille. Elle est posée comme ça. Ça veut dire que pour monter dans les boîtes du dessus,
elles doivent passer par cette grille. Sauf que la reine, elle ne peut pas passer. Elle est trop grosse. Et donc, comme je vous ai expliqué que la reine, c'est la seule qui pond, de facto, dans les boîtes du dessus, il ne peut pas avoir de larves, et il ne peut pas avoir puisque la reine ne peut pas pondre. Et donc, en haut, et elles ne sont pas bêtes, les abeilles, puisque je vous ai dit, le pollen, c'est pour nourrir les larves. Donc, si en bas, on a la nurserie, ok ? Et je dois leur donner à manger. Je ne vais pas stocker la nourriture pour la nurserie au 3e étage. C'est comme dans ma cuisine. Je ne vais pas mettre mon frigidaire en haut où il y a l'échange, je vais le mettre à côté là où je cuisine. Donc la nourriture pour les larves, elles vont les stocker en bas. Et donc du coup, en haut, il n'y aura que du miel. Ok. Et donc, je peux vous montrer, en haut, les cadres qui sont, il n'y a que du miel, il n'y a pas rien d'autre. Il ne peut pas avoir d'œufs, il ne peut pas avoir de larves. Et il n'y a pas de pollen non plus parce qu'elles vont le mettre en bas. Donc j'ai un étage nurserie et puis après j'ai les étages garde-manger avec le miel. Et donc moi, ou l'apiculteur, qu'est-ce qu'il fait? De temps en temps il ouvre et il regarde comment les cadres se remplissent de miel jusqu'à ce qu'ils sont pleins. Et il faut aussi qu'ils soient operculés, qu'ils soient vraiment, que les cadres, ce ne soit pas du nectar comme je vous ai dit, il faut qu'il ait plus de 80% de sucre, donc qu'ils soient fermés. Quand ces cadres sont complètement remplis de miel et fermés, c'est à ce moment-là qu'on va l'extraire. Et pour l'extraire, comment on fait? Donc, la ruche, vous avez vu juste un petit aperçu, elle est pleine d'abeilles. Donc, en haut aussi, il y a plein d'abeilles, il y a des milliers et des milliers d'abeilles. Moi, je ne vais pas tuer les abeilles. Je vais pas... Alors, il faudrait que je dise, bon, allez, partez maintenant. Je vais vous prendre... En plus, je vais vous prendre votre nourriture que ça fait 3 mois que vous avez travaillé pour la constituer. Elles ne vont pas être très coopératives. Donc comment on fait? Il y a plusieurs techniques. Une technique, c'est une technique pas industrielle, c'est ma technique à moi, mais je peux vous expliquer comment les industriels ils font quand ils ont 1000 ruches ou 2000 ruches à extraire le miel. C'est pas la même technique. En fait, c'est très simple. Je prends une ruche vide avec un couvercle. Et qu'est-ce que je fais? Je vais sortir un cadre qui est avec plein de miel, avec plein d'abeilles. Je vais le secouer fort, je donne un grand coup comme ça, les abeilles vont retomber dans la ruche. S'il en reste 30, 50, 100 encore dessus, j'ai une brosse et gentiment je brosse et je les fais partir de ce cadre. Et dès qu'il est vide, tout de suite je le mets dans la ruche vide et je ferme le couvercle. Et je fais comme ça, je transbahute cadre par cadre de cette ruche pleine à cette ruche vide qui se remplit petit à petit, mais il n'y a plus d'abeilles dedans. Et cette ruche, elle est fermée, il n'y a plus d'accès. Une fois qu'elle est pleine, je vais la transporter à l'endroit où je vais extraire le miel. C'est mon garage qui est complètement fermé. Je ne peux pas laisser les fenêtres ouvertes parce que tout de suite elles vont sentir, elles vont venir. Une demi-heure après, j'ai des milliers d'abeilles là-bas. Donc il faut bien tout fermer. Et donc, première étape, le cadre, il est complètement operculé, il est fermé. Le miel, il ne peut pas sortir. C'est comme si j'ai un pot avec un bouchon dessus. Donc première chose, je dois perforer chacune des cellules pour que le miel puisse sortir. Okay. Comment on fait ça? J'ai un petit rouleau avec des picots et je tourne, ça tourne comme un rouleau à peinture, sauf qu'il y a des picots et donc ça perfore les alvéoles et le miel va pouvoir sortir. Ou alors on peut prendre aussi, il y a des gens qui prennent un couteau, un grand couteau qui chauffe, puisque c'est de la cire, et ils enlèvent avec ce couteau la fine couche de cire qu'il y a sur les cellules pour les ouvrir. Et donc maintenant j'ai un cadre qui est ouvert, qui est perforé, et donc le miel peut sortir. Je vais le mettre dans une centrifugeuse comme un énorme panier à salade où j'ai il y a un endroit pour mettre les cadres, ok? C'est un grand cylindre, ok? Où je peux mettre des 10, 12 cadres. Comme une grande essoreuse. Une grande essoreuse. Et donc je vais tourner, je vais faire tourner. Il y en a qu'on peut faire manuellement ou alors électriquement et ça tourne très vite. Et tout simplement avec la force centrifuge, c'est du liquide, le miel va s'extraire. Il va aller sur les parois du cylindre et puis comme c'est liquide, petit à petit il tombe dans le bas du cylindre. Okay. Et donc je fais ça pour tous mes cadres. Je centrifuge, je tourne, j'extrais mon miel. Okay. Et donc il va y avoir du miel au fond de ce cylindre et un gros trou que j'ouvre. Et je vais faire passer par un tamis. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand je vais faire
cette centrifuge, j'extrais le miel. Il y a le miel qui va sortir, mais aussi de la cire. Des petits bouts de cire qui vont... Ça tourne très 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 vite, donc il y a de la cire qui va avec. Donc je le filtrais. Et donc je passe un double tamis, ce miel, et donc ça coule à travers le tamis dans un espèce de grand seau, enfin un réservoir où je récolte mon miel. Super. Et après une fois que j'ai des seaux avec mon miel, j'ai plus à le transbahuter dans des pots, en fait. Voilà. Une ruche peut produire combien de... Alors une ruche, alors en fait, vous avez vu, j'ai parfois un deuxième étage, parfois un troisième étage. Une caisse, ça comporte 10 cadres. Ces cadres-là, ils peuvent aller jusqu'à 3 kg de miel. Quand ils sont plein, donc je peux aller jusqu'à 30 kg par boîte. Donc une ruche, ça peut sortir parfois 40 kg, c'est très rare. En général, quand on a 25 kg, c'est bien, 30 kg, c'est très très bien. Plus, c'est encore mieux. Et ici, c'est quel genre de fleurs qu'elle butine? Alors, donc en fait, donc moi j'ai des ruches de ville. Et je ne vous ai pas encore fait goûter, mais il est très 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 bon le ruche de ville. Et d'abord pourquoi? Parce qu'il a... d'abord le mien, peut-être parce que par rapport aux fleurs qu'il y a ici, il est très parfumé. Et puis surtout, il est plus que 100% bio, puisqu'en général, personne n'utilise de pesticides sur les fleurs. Ici, il y a peut-être on met de l'engrais de jardin, mais on n'est pas... Donc il est tout à fait, il est 100% naturel évidemment le miel. Par contre, super. Je vais vous expliquer comment on fait pour avoir, par exemple, vous allez dans au magasin et puis vous avez du miel d'acacia ou du miel de lavande ou du miel de... Comment on peut séparer? Comment on fait exactement? Tu ne peux pas dire à la reine, à l'abeille, ah celui-là tu vas parce que c'est un agrume, mais l'arbre d'à côté tu y vas pas parce que ça... Comment ils font? C'est très simple. Toute l'agriculture, il faut savoir que, bon, c'est des évaluations, à peu près 60%, peut-être 70% de ce qu'on a dans notre assiette, c'est grâce aux abeilles. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas d'abeilles, on aurait entre 60 et 70% de moins à manger. Parce que tous les fruits, et pas que les fruits, se multiplient, se développent grâce aux abeilles. Puisqu'en fait, quand elles vont butiner, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le pollen? Le pollen, c'est la partie mâle de la fleur. Et pour qu'elle puisse féconder la partie femelle, pour que ça fasse un fruit, il faut que le pollen il aille sur la partie femelle. Et ces petites abeilles qui butinent, elles sont très velues. Donc quand elles vont avec leurs petites pattes butiner, ça va un peu partout. Puis elles vont de fleur en fleur. Donc avec le pollen, en fait, il va de la fleur mâle à la fleur femelle, ou de la partie mâle à la partie femelle. Donc c'est ça qui fait qu'il y a des fruits. Et sans ça, il y a des arbres, il n'y aurait pas eu un seul fruit si une abeille, elle ne passe pas par là. Il y a certains qui vont quand même y arriver à cause du vent, mais beaucoup moins. Donc, tous les agriculteurs ont besoin de ruches. Et donc, dans chacun des champs, quand il y a un champ qui est en fleurs, l'agriculteur va appeler l'apiculteur pour lui dire « Amène-moi tes ruches ». Ok. Et donc, et c'est vraiment du donnant-donnant. L'apiculteur, lui, il est content parce qu'il va donner à manger à ses abeilles, et l'agriculteur, il est content parce que lui, il va avoir sa récolte. Et donc, pendant un mois, à peu près le temps de la floraison, il va avoir le champ va être rempli de ruches. Et donc, à ce moment-là, quand je mets mes ruches sur un champ d'acacia, je vais avoir que du miel d'acacia, parce qu'elles ne vont pas aller à 15 km, alors qu'elles ont 2000 arbres qui sont tous pleins de fleurs d'acacia. Elles ne vont pas chercher la difficulté. Et donc, le miel qu'elles vont créer dans cette ruche-là, ça va être du miel d'acacia. C'est comme ça ou dans les champs de lavande, il va y avoir du miel de lavande, parce que dans les champs de lavande, il va y avoir des ruches quand ils t'ont déposé là, et donc du coup, elles vont faire que du miel de lavande. C'est comme ça qu'on arrive à faire du miel de châtaignier, enfin toutes les sortes de miel qu'il y a, c'est parce qu'elles ont été déposées dans un champ où il y a ce type de fleurs en fait. Ah oui. Mais ici c'est un peu toute fleur alors. Et ici c'est toute fleur, il n'y a pas... Moi je les bouge pas mes ruches, elles prennent là où elles veulent. Okay. Pour pouvoir qu'une colonie vive, il faut qu'il y ait une reine. Bien, et je vous ai expliqué qu'une reine, elle peut vivre 3 ans, 4 ans. Qu'est-ce qui se passe quand elle va mourir? Comment on crée une nouvelle reine? D'où elle sort? Puisque la reine, vous avez vu, elle pond des larves, mais c'est des larves d'ouvrières. Elle ne peut pas dire tout d'un coup, je vais pondre une larve de reine. Comment faire une reine? Comment faire une reine?
Et là aussi, c'est merveilleux. Quand la reine, ou bien elle va se sentir qu'elle est malade ou qu'elle est à la fin de sa vie, elle va pondre, comme d'habitude, sauf que ce que je ne vous ai pas expliqué, c'est que la manière de communication des abeilles, ça s'appelle les phéromones. Les phéromones, ce sont des odeurs. La reine va transmettre des odeurs. C'est quand elle va leur dire, les filles, écoutez, je vais mourir. Il faut que vous créiez, que vous fassiez une nouvelle reine, parce que moi, je vais bientôt mourir. Donc, il va y avoir des odeurs. Ah, les petites abeilles, elles vont sentir ces signaux. Et qu'est-ce qu'elles vont faire? Vous avez vu les milliers de cellules qu'il y a. Et je vous ai dit, la reine, elle pond 1000 à 2000 œufs par jour. Parmi ces dizaines de milliers d'œufs, miracle, on ne sait pas comment, elles vont faire des élections. Pas comme chez vous et comme chez nous, on va faire 250 fois des élections et que pendant des années, on n'a pas de gouvernement parce que personne ne se met d'accord. Elles se mettent d'accord. Elles vont élire que cet œuf-là va devenir une reine et pas un autre. Et pour pas prendre de risques, parce qu'elles ne savent pas exactement quand la reine va mourir, elles vont quand même en élire 3 ou 4. Pour que si une ne devient pas reine, ben j'ai quand même un backup. Et donc, parmi ces dizaines de milliers d'œufs, elles vont en élire 3 ou 4 qui vont devenir leur prochaine reine. Et pour que ça devienne une prochaine reine, qu'est-ce qu'elles font? Premièrement, vous avez vu, la reine, elle est grosse. Donc le cocon, la petite cellule qui est un cocon, il ne peut pas contenir une reine. Il faut leur faire une maison plus grande, c'est une reine, il faut avoir son palais. Donc elles vont d'abord construire une cellule beaucoup plus grande. Elles vont la petite cellule, elles vont en faire une extension pour que la larve va pouvoir se développer en reine. Première étape. Deuxième étape, la reine, parce que c'est la reine, elle ne mange que de la gelée royale. C'est ça la gelée royale. Qu'est-ce que c'est la gelée royale? La gelée royale est extraite de glandes que les abeilles ont vers leur tête. C'est une nourriture extrêmement riche. Et donc, dans cette cellule avec l'œuf, au lieu de mettre du pollen comme elles mettraient dans une cellule normale, pour faire une ouvrière, elles vont non seulement lui mettre une grande taille, et dedans, mettre que de la gelée royale. Elles vont sécréter, et dans cette cellule, et donc à cette larve, elle va être nourrie de gelée royale. Et donc c'est ça qui va faire que cette abeille, ou cette larve, va se développer en reine. Et ça va durer à peu près 16 jours. Et donc moi je vais voir, il y a un grand, on le voit très bien, il y a un cocon, demain peut-être je peux vous montrer, j'en ai une. Il y a un cocon de reine, on voit vraiment que c'est gros, c'est beaucoup plus gros. Et donc au début il est ouvert, elles vont mettre la gelée royale, et puis petit à petit elles vont le refermer. Et donc la larve va se développer en abeille et en reine. Bien. Et donc il va en avoir 3 ou 4 comme ça. Qu'est-ce qui se passe quand la première reine va naître? D'abord elle va, comme tu m'avais posé la question, pour la reine, c'est un peu plus difficile. Elle ne va pas arriver à sortir toute seule. Elle va émettre des petits bruits pour dire hey, je veux sortir, ça y est, je veux naître. Et là, on va l'aider à la faire sortir. Et donc là, on va dire j'ai une princesse. J'ai pas encore une reine. J'ai une princesse. La princesse va voir sa mère et lui dit maman, voilà, tu peux partir maintenant. Je suis la nouvelle reine. Je suis arrivée. Avant d'aller voir sa mère, elle va d'abord aller tuer toutes ses concurrentes. Oh. Puisqu'elle est née, je n'ai pas besoin des autres. Les 3 ou 4 cocons de reines qui sont là, on n'en a plus besoin puisqu'elle est sortie et qu'elle est vivante et que tout va bien. Je n'ai pas besoin de concurrents, donc on va les tuer. Oh. Il ne reste plus qu'une. La princesse, elle sort et elle va voir la mère. Sa mère elle dit, écoute maman, tu es très gentille, mais écoute, ou bien tu t'en vas ou bien je te tue. Que maintenant c'est moi la chef, c'est plus toi. Sa mère veut dire, écoute ma petite, t'es pas encore reine, tu n'es qu'une princesse. Quand tu seras reine, ça veut dire quoi? Quand tu auras été fécondée, tu es une vraie reine, là tu sers à rien. Là tu sers toujours à rien. Donc je suis encore là, laisse-moi tranquille. Et donc la princesse va, pendant une semaine, se développer, elle va manger, elle va grossir, elle va prendre des forces. Et puis vient le grand jour. Je ne vous ai pas encore parlé du mâle. Le mâle dans la ruche, c'est un parasite. Pas dire comme les hommes dans la vie humaine, mais il ne fait absolument rien.
Il n'a même pas de dard, c'est même pas un soldat, il peut même pas piquer le mâle. Il ne fait rien, il est juste là pour manger, salir et se faire, on lui donne à manger. Un vrai parasite. Il salit la ruche, il mange, il ne sert à rien, sauf à féconder la reine. Et donc, d'ailleurs, la reine, quand elle commence à mourir, elle va créer, parce qu'elle peut choisir quand elle pond si ça va être des femelles ou des mâles. Et donc, quand elle va aussi dire à ses filles, créer une reine, elle aura pondu des larves de mâles. Pour qu'au moment venu, dans la ruche, il y ait des mâles. Parce que c'est bien gentil, s'il n'y a pas de mâle, la princesse, elle ne pourra pas se faire féconder. Donc tout ça, tout est organisé, tout est parfait. Et donc le grand jour, ça s'appelle le vol nuptial. La princesse, elle se sent qu'elle est suffisamment forte. Elle va elle aussi émettre des phéromones pour dire, les gars, c'est votre grand jour. C'est votre jour. Mais la reine, la ruche, c'est très pudique. Elles ne font pas leurs besoins dans la ruche. Et elles ne se font pas féconder dans la ruche. Elles vont sortir de la ruche. La reine va sortir de la ruche. Mais avant, elle va émettre des phéromones très puissants pour appeler les mâles. Et les gars, c'est votre jour. Et donc, tous les mâles qui sont aux alentours des autruches, de la nature, vont sentir ces odeurs et vont essayer de féconder la princesse. Sauf que la princesse, elle dit, attendez les gars, moi je suis une reine. Je prends pas n'importe quel gars. Je veux des Rambo, je veux des Sylvester Stallone, moi je veux des gaillards qui vont me féconder pour que je puisse après moi aussi pondre 1000 à 2000 œufs par jour. J'ai besoin de quelqu'un de sérieux, j'ai pas besoin de petits gringalets. Et donc comment elle va faire ça? Il va y avoir une sélection naturelle. La reine, elle est plus forte que les mâles. Elle va voler très vite et très loin. Et les pauvres mâles, ils vont essayer de l'attraper. Mais il n'y a que les plus forts qui vont y arriver. Et les trois quarts vont mourir de fatigue à essayer d'attraper la reine. Oui. Et ils tombent de fatigue et ils meurent. Et finalement, il y en a un, le Rambo, qui a survécu, il va l'attraper, il va féconder. Et comme je vous ai dit, elle va faire ça 7-8 fois. 6, 7, 8 fois. Toujours durant le même vol. Et quand elle aura compris qu'elle a suffisamment été fécondée, et qu'elle a suffisamment d'œufs pour pouvoir après subvenir à la survie de la ruche, elle va rentrer. Et là, effectivement, elle va retourner voir sa mère et lui dire, maman, ça y est, maintenant je suis une reine. Donc tu choisis. Ou bien je te tue, ou bien on te tue, ou bien tu t'en vas. Et donc parfois, la vieille reine va se faire tuer, ou bien elle va partir gentiment, mourir seule. Oh là là. Elle quitte et les abeilles resteront avec la nouvelle reine. Le roi est mort, vive le roi. Sauf que là, c'est la reine est morte, vive la reine. Oui. Et quand elle ne va pas quitter les abeilles vont comprendre que la nouvelle reine est arrivée. Elles ne vont pas partir avec l'ancienne reine qu'elles ont finalement servi tout au long de leur vie. Finalement. Il y a une nouvelle reine maintenant, on doit servir à la nouvelle reine. Voilà, ça c'est l'histoire des reines. Fantastique.